Le silence est parfois plus assourdissant que le fracas d'un millier d'assiettes brisées. Croyez-moi. J'ai appris ça à mes dépens, un matin où l'absence de bruit dans ma propre maison m'a hurlé à l'oreille que quelque chose s'était irrémédiablement brisé. Avant ce matin-là, avant que l'onde de choc ne me submerge, ma vie, du moins en apparence, était un tableau de maître, un peu terne peut-être, mais rassurant dans sa banalité. Un tableau que je pensais avoir peint à 4 mains, avec la femme que j'aimais. J'ai 43 ans, et si vous me croisiez dans la rue, vous ne me remarqueriez probablement pas. Je suis ce genre d'homme qu'on appelle, ordinaire, ce qualificatif qui, je l'ai compris depuis, contient une profondeur insoupçonnée de joie simple et de douleur sourde. Mon nom n'a pas d'importance, car mon histoire, elle, aurait pu être la vôtre. Je vis dans une petite ville de province, nichée entre des champs de céréales et une zone commerciale qui pousse comme un champignon après la pluie. Ma maison, elle, est un pavillon des années 80, briques rouges et jardin modeste, où les géraniums luttent chaque été contre l'aridité et les rosiers, offerts par ma femme il y a si longtemps, s'obstinent à fleurir. C'est là que j'ai passé la moitié de ma vie d'adulte, à construire, à réparer, à rêver de petits bonheurs accessibles. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, non. Mes parents étaient des travailleurs acharnés, des gens simples qui m'ont inculqué la valeur du labeur et la loyauté. Des valeurs que j'ai portées comme un uniforme, avec fierté et une certaine naïveté, je dois bien l'admettre aujourd'hui. 15 ans de mariage. 15 ans, ça représente des milliers de petits matins partagés, de cafés silencieux avant le départ au travail, de dîners en famille où les rires de nos enfants résonnaient comme une mélodie. C'est 15 ans de mains tendues, de projets murmurés sous la couette, de petites frictions vite oubliées. J'avais l'impression d'avoir bâti un roc, une forteresse solide contre les aléas du monde extérieur. Nos 2 adolescents, un garçon et une fille, sont la chair de notre chair, les témoins silencieux de cette union qui me paraissait éternelle. Ils grandissent vite, comme les bambous qu'on ne voit pas pousser, mais qui, un jour, dépassent la maison. Leur présence, leur énergie, était le ciment de nos journées. Je me levais tôt, chaque jour, bien avant le chant du coq, avant même l'aube d'hiver qui peinait à percer le rideau de brume. Le silence de la cuisine, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le gargouillis de la cafetière, c'était mon sanctuaire. Un moment pour moi, pour méditer sur la journée à venir, pour savourer le premier thé chaud entre mes mains. Ma routine, c'était un peu comme le mécanisme d'une horloge suisse, précise, prévisible, rassurante. Après le thé, c'était la douche, rapide, efficace, les pensées déjà tournées vers les chantiers, car je suis chef d'équipe dans une entreprise de construction. Un métier physique, exigeant, mais que j'aime pour la satisfaction de voir quelque chose prendre forme sous mes mains, sous celle de mon équipe. Ensuite, le petit déjeuner en famille. C'était souvent un balai un peu chaotique, des tartines qui tombent, des discussions animées sur le dernier jeu vidéo ou un devoir de maths. Ma femme, elle, était là, au centre de ce petit tourbillon, gérant les urgences de la vie matinale avec une efficacité que j'admirais. Ses cheveux blonds, souvent détachés le matin, captaient la lumière pâle de la cuisine, et son rire léger, quand l'un des enfants disait une bêtise, était une douce musique pour mes oreilles. Je la regardais parfois, subrepticement, me disant que j'avais de la chance, que cette vie était la mienne. Puis venait le départ. Les baisers rapides aux enfants, le dernier adieu à ma femme avant qu'elle ne parte de son côté, pour son travail de bureau. La voiture, le trajet. 45 minutes de route chaque matin, à travers des paysages familiers qui changeaient au gré des saisons. C'était le moment de me vider la tête, d'écouter la radio, ou de simplement laisser mes pensées vagabonder. Les pensées d'un homme ordinaire, vous savez. Les factures à payer, la voiture qui commençait à montrer des signes de fatigue, le futur de nos enfants. On rêve tous d'offrir à ses enfants un chemin plus facile que le sien, n'est-ce pas? Des études sans le fardeau des dettes, une première maison sans le stress d'un crédit étouffant. C'était ça, mes ambitions, des rêves ancrés dans le réel, des objectifs de père et de mari. Le soir, après une journée à suer et à diriger, je retrouvais ce même pavillon, cette même lumière chaleureuse dans la cuisine, les odeurs du dîner en préparation. C'était un havre. Ma femme et les enfants m'accueillaient, fatigués mais souriants, et la journée de travail s'effaçait, laissant place au réconfort du foyer. Dans notre environnement, l'argent, c'était toujours un sujet de conversation, une ombre portée sur bien des aspirations. Dans notre ville, comme dans tant d'autres, la vie était un équilibre fragile. Les prix montaient, inexorablement. L'essence, les courses, l'électricité.
On voyait nos voisins, nos amis, se débattre. Certains perdaient leur emploi, d'autres se serraient la ceinture jusqu'à l'os. Les discussions autour de la machine à café au travail tournaient souvent autour de ça, tu as vu le prix des tomates, où on ne peut plus se permettre grand-chose avec l'inflation. Nous n'étions pas à plaindre, loin de là. Mon salaire était stable, celui de ma femme aussi. Mais ce n'était pas l'opulence. C'était une vie où chaque dépense importante était mûrement réfléchie, une vie où l'on épargnait chaque mois, même de petites sommes, pour les coups durs, pour les vacances, pour l'avenir des enfants. C'était le prix de la sécurité, le pacte tacite que nous avions passé, ma femme et moi. On était dans le même bateau, naviguant sur les eaux parfois agitées de l'économie, mais ensemble. Nous savions que pour nos enfants, pour leur offrir ce qu'il y avait de mieux, il fallait travailler dur, faire des sacrifices. C'était ça, notre réalité sociale, une toile de fond faite de dignité et de résilience face aux pressions incessantes de la société de consommation qui nous bombardait d'images de luxe inaccessibles. Et puis, il y a eu ces premiers signes, si ténus, si légers, qu'ils se sont d'abord fondus dans la tapisserie du quotidien. Un peu comme la première craquelure invisible sur un mur parfaitement lisse, que l'on ne remarque qu'une fois qu'elle est profonde. Au début, ce n'était rien de tangible, juste une sensation, une sorte de brise froide qui traversait parfois notre maison, une brise qui ne venait pas de l'extérieur. L'éloignement émotionnel. C'est un terme si clinique pour décrire ce qui s'apparentait plus à une douce dérive, comme deux bateaux qui se séparent lentement sur un lac sans vagues. Les confidences se faisaient plus rares. Avant, je lui racontais ma journée en détail, les problèmes au travail, les petits succès. Elle écoutait, me posait des questions. Je faisais de même pour elle. Ses collègues, les potins du bureau, ses petits tracas administratifs. C'était un échange, un va-et-vient, le fil invisible qui tissait notre intimité. Et puis, la fréquence de ces échanges a diminué. Elle répondait par des oui ou des non, des c'était bien sans plus de détails. Quand je demandais, elle me regardait parfois d'un air absent, ou disait simplement qu'elle était fatiguée. Qui ne l'est pas après une journée de travail, n'est-ce pas? J'ai mis ça sur le compte du stress, de la routine qui pèse, de l'âge qui avance. N'avez-vous jamais rationalisé les petits changements qui s'opèrent autour de vous, parce que l'alternative est trop effrayante à envisager? Il y a eu aussi ces dépenses. Des petites choses, au début. Un nouveau sac à main. Elle aimait les sacs, c'est vrai. Mais celui-ci, il semblait un peu plus chic que d'habitude, la matière plus soyeuse, le fermoir plus brillant. Je n'y ai pas prêté attention au-delà d'un compliment rapide. Puis un nouveau manteau. Une bonne affaire, m'avait-elle dit en le faisant tournoyer devant moi. Il lui allait bien, je le lui avais dit. Mais ces bonnes affaires semblaient se multiplier. La carte de crédit, celle qu'on utilisait pour les grosses dépenses et qu'on remboursait toujours intégralement à la fin du mois, commençait à afficher des montants un peu plus élevés. Je ne gérais pas toutes les finances, nous avions un compte commun, mais chacun avait sa carte et sa liberté, dans les limites de notre budget. Je voyais les relevés passer, et il y avait ces lignes, des boutiques que je ne connaissais pas, des restaurants qui sonnaient plus chic que nos sorties habituelles en famille. On a fait des folies ce mois-ci, avais-je demandé un soir, un peu en plaisantant, en posant le relevé sur la table de la cuisine. Elle avait haussé les épaules, un geste que je n'avais jamais vu chez elle, teinté d'une légère indifférence. Oh, tu sais, des trucs pour les enfants, un petit plaisir pour moi, la vie est courte. Le ton était léger, mais l'explication, elle, était évasive. J'avais accepté l'explication, parce qu'elle était simple, et qu'il est toujours plus facile de croire à la simplicité qu'aux complications. N'est-ce pas ce que l'on fait tous quand l'amour nous voile les yeux? On cherche la justification la plus douce, la moins douloureuse. Et puis, le téléphone. Avant, il était posé sur la table du salon, à la vue de tous. Elle le laissait parfois sans surveillance, pendant qu'elle faisait la cuisine ou jardinait. Maintenant, il était toujours à portée de main, comme une extension d'elle-même. Elle le prenait avec elle dans la salle de bain, le gardait près d'elle la nuit, même quand elle lisait. Et il y avait cette habitude nouvelle, cette manière de le retourner face écran contre la table quand je m'appais. Prochet. Un soir, j'étais allé la rejoindre dans le salon, et son téléphone, posé sur la table basse, avait émis un petit son de notification. Je l'avais regardé, puis le téléphone, une fraction de seconde où le temps s'était suspendu. Elle l'avait attrapé d'un mouvement si rapide, si instinctif, qu'il m'avait glacé le sang. Elle l'avait tenu fermement, comme un bouclier,
son pouce masquant l'écran. « C'est qui ?» avais-je demandé, la voix un peu plus forte que je ne l'aurais souhaité. Elle avait levé les yeux vers moi, un sourire contraint aux lèvres. « Oh, une copine, on discute de la réunion de l'école. » J'avais hoché la tête, mais quelque chose, cette petite lumière rouge au fond de mon esprit, s'était allumée. Une alarme silencieuse, que j'avais tenté d'étouffer immédiatement. Ce n'était rien, elle avait juste besoin de son espace, n'est-ce pas? Nous avons tous nos petits secrets innocents, nos moments de solitude numérique. Ces signaux, ces petites anomalies dans la trame de notre vie, ressemblaient à des grains de sable dans un mécanisme bien huilé. Un grain de sable ici, un autre là, et on ne s'en rend compte qu'une fois que le moteur commence à octer. Elle était plus souvent fatiguée ou pour les sorties en famille le week-end, trop de travail pour accompagner les enfants à leurs activités extrascolaires, ou pas d'humeur pour nos soirées télé habituelles, blottis l'un contre l'autre. Elle passait de plus en plus de temps dans son bureau, devant son ordinateur, ou dans la chambre, avec son téléphone. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait, c'était toujours des réponses vagues, des dossiers à trier, des recherches pour un nouveau projet, des mails à envoyer. Je lui faisais confiance. La confiance, c'est l'air qu'on respire dans un couple, n'est-ce pas? Sans elle, on étouffe. Et je respirais encore, malgré cette sensation grandissante d'un air un peu plus rare, un peu plus vicié. Ces moments, je les revois aujourd'hui avec la clarté cruelle de la rétrospection. Le jour où elle a insisté pour avoir une nouvelle serrure sur la porte de son bureau, sous prétexte d'y stocker des documents importants. Le jour où elle a commencé à parler de son nouveau mentor au travail, un homme qui semblait l'inspirer et avec qui elle échangeait beaucoup. Le jour où son parfum habituel a été remplacé par une fragrance plus sophistiquée, plus enivrante, un parfum que je ne lui avais jamais connu. Chaque fois, j'ai trouvé une explication logique, un subterfuge mental pour maintenir la façade de mon bonheur. La serrure? Pour la discrétion professionnelle. Le mentor? C'est bien qu'elle évolue. Le parfum? Elle a le droit de changer, d'exprimer sa féminité. On a souvent tendance à se mentir à soi-même pour protéger ce que l'on croit être la vérité, n'est-ce pas? On met des œillères pour ne pas voir le chemin qui s'éloigne, la fissure qui s'agrandit, le gouffre qui se creuse. Je me sentais parfois comme un sismographe, enregistrant de faibles tremblements, mais refusant d'y voir les prémices d'un séisme. Je continuais à arroser les rosiers, à réparer le portail grinçant, à aider mes enfants avec leurs devoirs, à embrasser ma femme tous les soirs, persuadé que l'amour, la routine, la solidité de nos 15 ans nous protégerait de tout. J'étais le gardien d'un phare qui ne voyait pas que les vagues commençaient à ronger la base de sa propre tour. La trahison, c'est une lente infiltration, un poison qui ne vous tue pas d'un coup, mais vous érode, cellule par cellule, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'être que vous étiez. Je ne le savais pas encore, mais la tempête n'était plus à l'horizon. Elle était déjà dans la maison. Les semaines qui suivirent ces premiers signaux, ce que mon esprit s'efforçait de minimiser, ressemblait à une lente immersion dans une eau de plus en plus froide. Ce n'était plus une simple intuition, une petite voix lointaine, mais un murmure constant, insidieux, qui se frayait un chemin sous ma peau et s'installait au creux de mes os. Mon inquiétude diffuse avait commencé sa transformation. Elle n'était plus une brume matinale que le soleil pouvait dissiper, elle devenait une certitude latente, comme la pression constante et sourde d'une tempête qui s'approche, sans que le ciel ne se soit encore totalement obscurci. Connais-tu ce sentiment où ton corps te crie une vérité que ton esprit, par amour, par peur, ou par un lâche espoir, refuse encore d'entendre? C'était exactement cela, une dissonance cognitive qui me rongeait de l'intérieur, faisant de chaque journée une épreuve, chaque nuit un champ de bataille pour mon sommeil. Ma femme avait changé, et pas de la manière subtile et évolutive que le temps apporte inévitablement à tout un chacun. Non, c'était un changement abrupt, comme si une nouvelle personne, revêtue de l'apparence familière de mon épouse, avait pris sa place. Son téléphone, autrefois un simple accessoire de communication, était devenu une véritable forterre. Il était constamment à portée de main, tenu avec une préciosité nouvelle, son écran systématiquement tourné loin de mes regards, comme s'il contenait des secrets d'État. Les notifications, ces petites sonneries et vibrations insignifiantes, prenaient désormais une résonance particulière, claquant dans le silence de nos soirées avec l'écho d'une alarme. Si j'entrais dans une pièce où elle était au téléphone, la conversation cessait abruptement, sa voix se coupant net comme une radio que l'on débranche. C'était juste ma mère ou c'était la copine, on parlait de la sortie, des explications jetées à la volée, trop rapides, trop lisses pour être entièrement crédibles.
Avais-je tort de m'attarder sur ces détails, de les laisser s'insinuer dans mes pensées, de les voir tisser la toile d'une méfiance que je ne voulais pas ressentir? Les mots de passe de son téléphone avaient changé, bien sûr. Quand je lui avais demandé, un soir, si elle pouvait me montrer une photo des enfants qu'elle avait prise plus tôt, elle avait bredouillé une excuse, avait tapé le code avec son pouce, me montrant l'écran de loin, trop vite, comme pour me prouver qu'il n'y avait rien à cacher, tout en s'assurant que je ne verrais rien du processus. Ses nuits étaient agitées, ou plutôt, astérisque mais astérisque nul était. Je la surprenais parfois, le visage éclairé par la lueur bleue et froide de l'écran, tapotant frénétiquement des messages à des heures indues. À mon réveil, elle faisait semblant de dormir profondément, le téléphone dissimulé sous l'oreiller, mais la chaleur de l'appareil et l'odeur légère de son parfum mêlée à celle de la nicotine, qu'elle prétendait avoir arrêté il y a des années, trahissaient ses veillées clandestines. Le lit, notre lit, le sanctuaire de notre intimité, était devenu un lieu de solitude partagée, un espace où nos corps se touchaient sans se rencontrer, et nos esprits dérivaient dans des directions opposées. Elle avait également développé une indifférence palpable envers nos projets communs. Les vacances d'été que nous avions l'habitude de planifier ensemble, des semaines passées à éplucher les brochures et les sites internet, à rêver de plages lointaines ou de randonnées en montagne, étaient désormais balayées d'un revers de main. « Fais comme tu veux, chérie, je te fais confiance, disait-elle, un ton désintéressé qui contrastait violemment avec l'enthousiasme d'antan. Les discussions sur les rénovations de la maison, l'agrandissement de la cuisine que j'espérais tant, les futurs choix d'orientation pour les enfants qui commençaient à y songer, tout cela rencontrait une vague distraction, des réponses évasives ou, pire encore, une impatience non dissimulée. On verra, on a le temps était devenu sa litanie, un refrain qui résonnait comme un couperet sur tous nos rêves partagés. C'était comme essayer de construire un château de sable sur une plage où la marée monte sans que personne ne veuille même jeter un regard à l'océan. La solitude s'épaississait autour de moi, une solitude paradoxale, vécue au sein même de mon mariage, de ma famille. J'étais là, au milieu des miens, et pourtant, je me sentais plus seul qu'un naufragé sur son radeau, flottant à la dérive sur une mer immense et indifférente. Chaque tentative de ma part pour raviver la flamme, pour briser cette glace qui s'installait, se heurtait à un mur invisible mais tangible. Un bras tendu pour la serrer, une tentative d'initier un moment d'intimité, était reçue par une raideur, une excuse fatiguée, un mouvement de recul imperceptible mais ressenti avec une acuité douloureuse. La tendresse avait fait place à une sorte de politesse distante, un simulacre de couple pour les apparences. Nos rires partagés, nos blagues internes qui ponctuaient nos journées, s'étaient éteints, remplacés par un silence pesant qui ne laissait que le bruit de nos respirations se heurter l'une à l'autre sans jamais se mêler. On était devenus deux îles qui dériveraient l'une de l'autre, sans même s'en rendre compte au début, puis avec une angoissante certitude. La date de mon anniversaire approchait, et avec elle, une étrange pression. Mon 43e anniversaire. Ce n'était pas une de ces dates rondes qui donnent le vertige, mais j'avais toujours aimé cette célébration, ce jour où, l'espace d'un instant, on se sentait le centre d'attention des gens qu'on aimait. Cette année, l'anticipation était teintée d'une mélancolie sourde. J'espérais, secrètement, que cet événement briserait le cercle vicieux de notre éloignement, qu'il servirait de catalyseur à un regain d'affection, un retour à la normalité. C'était une célébration forcée, je le sentais déjà, une façade que nous devrions maintenir devant les enfants, devant nos amis, devant la famille. Ma femme s'était montrée étrangement désintéressée des préparatifs, me laissant gérer les invitations, le menu, la musique. Elle prétextait un surcroît de travail, des rendez-vous impromptus, toujours cette opacité, cette frontière infranchissable qu'elle érigeait autour d'elle. Elle n'avait même pas demandé ce qui me ferait plaisir. « Achète-toi ce que tu veux, chérie, je suis sûr que tu trouveras quelque chose » avait-elle lancé, les yeux rivés sur son téléphone, un soir. C'était un coup de poignard, certes léger, mais qui atteignait tout de même sa cible. Mon cœur se serrait. Qu'aurais-tu fait à ma place, devant une telle indifférence? Aurais-tu insisté? Aurais-tu crié ta douleur? Moi, j'ai ravalé ma déception, espérant encore et toujours contre toute évidence. Le jour de mon anniversaire arriva. La maison était animée, remplie des rires de nos deux adolescents, Louis et Chloé, qui tentaient de créer une atmosphère festive. Ils avaient accroché quelques ballons et préparé un gâteau au chocolat, leur spécialité. Nos parents respectifs étaient là, ainsi que quelques amis proches, des visages familiers qui avaient été témoins de la construction de notre histoire, de nos débuts modestes à cette vie de banlieue que nous menions. L'odeur du rôti et des épices flottait dans l'air, mêlée à celle du vin et du parfum de mes invités.
Le fond sonore était un mélange de rires étouffés, de discussions animées et de la musique douce que j'avais choisie. Tout semblait normal, comme un tableau parfaitement exécuté, mais sous cette couche de vernis social, je sentais la tension, la corde raide sur laquelle je marchais. Mon sourire était un masque, une performance que je donnais pour ne pas inquiéter les enfants, pour ne pas décevoir les amis venus me fêter. Puis vint le moment des cadeaux. Un rituel immuable, plein de la joie anticipée et de la découverte. Mes parents m'avaient offert un livre sur l'histoire de ma région, mes amis des bouteilles de bon vin, les enfants un album photo qu'ils avaient confectionné avec des clichés de nos 15 dernières années. J'étais touché, vraiment. Puis, ce fut le tour de ma femme. Elle s'avança, un petit paquet rectangulaire à la main, emballé à la va-vite dans un papier brillant et un ruban froissé. Mon cœur, malgré tout, fit un bond d'espoir. Peut-être, pensais-je, qu'elle avait préparé une surprise, un geste d'amour caché sous cet emballage modeste. J'ai déchiré le papier avec une lenteur calculée, les yeux de tous fixés sur moi, et une légère appréhension dans l'estomac. À l'intérieur, je découvris une boîte en plastique transparente, le genre qu'on trouve dans les allées des supermarchés ou des bazars pour quelques euros. Elle contenait un jeu d'outils bon marché. Une petite mallette de premier prix, avec un marteau au manche en plastique mou, une pince universelle à la prise hésitante, un tournevis dont l'embout semblait prêt à se tordre à la première utilisation, quelques clés à laine sans âme. Des outils génériques, de la marque Outils Pro, celles qu'on achète quand on ne s'y connaît pas, quand on ne s'en soucie pas. Moi, chef d'équipe dans l'industrie, qui passais mes journées entouré de machines, de boulons, de mécanismes précis, moi qui avais mon propre atelier bien garni dans le garage, moi qui aimais mes outils comme des extensions de mes mains. C'était un affront, pas seulement pour la qualité, mais pour l'absence totale de considération, d'intérêt pour qui j'étais, pour ce que j'aimais, pour ce que je possédais déjà. Un rire nerveux m'échappa, un son qui se voulait léger mais qui portait en lui la brisure de quelque chose. Les invités applaudirent poliment, un peu trop vite, comme pour masquer l'embarras. Je sentis les regards de mes parents, puis ceux de mes amis, glisser de mon visage, que je savais figé dans un sourire forcé, vers le paquet de plastique entre mes mains, puis vers ma femme. Elle souriait, un sourire éclatant et sans un pli, comme si elle avait offert le cadeau le plus merveilleux du monde. Oh, super! Ça servira, j'en suis sûr. Balbutiai-je, cherchant désespérément un mot, une phrase pour combler le vide, pour dissimuler la lame froide qui venait de me transpercer. C'était une parodie, une farce cruelle et publique. Je sentis une chaleur monter à mes joues, un mélange de honte et d'une colère sourde qui commençait à gronder en moi. Mon cœur battait la chamade, non pas d'excitation, mais d'une fureur contenue, d'une douleur lancinante. C'était comme si quelqu'un avait creusé un trou dans mon estomac et y avait versé du plomb fondu. Et comme si le sort n'avait pas encore assez frappé, le point de non-retour arriva, quelques minutes plus tard. Ma femme, avec un geste désinvolte, une sorte de fierté affichée qui me figea sur place, passa son bras dans une penderie de l'entrée où elle avait oublié quelque chose, et en sortit un long manteau de fourrure. Une fourrure somptueuse, d'un noir profond, d'une brillance inouïe, d'une texture que l'on devinait incroyablement douce et chaude. Elle la mit sur ses épaules, le col remonté autour de son visage, et se tourna vers l'assemblée, posant pour les regards. Regardez ce que je me suis offert pour l'occasion. C'est là. Nouvelle collection, il est magnifique, non? Dit-elle, la voix vibrante d'une joie authentique, celle-là même que j'espérais voir pour mon propre cadeau. Le silence qui suivit fut assourdissant. Il n'était pas de politesse, mais de stupéfaction. Les conversations s'éteignirent, les verres s'immobilisèrent à mi-chemin. Les yeux de tous passèrent de mon cadeau dérisoire à sa fourrure luxueuse, comme un pendule qui oscille entre deux pôles. Ce n'était pas un regard innocent, c'était une compréhension qui traversait les visages, une lecture de la situation, une révélation publique de l'abîme qui nous séparait. Le prix de cette fourrure, je le savais, représentait des mois de nos économies, le budget de nos prochaines vacances, une somme que nous avions discutée 1000 fois pour des projets bien plus essentiels. C'était une extravagance, une folie, une gifle monstrueuse. Elle était là, rayonnante, enveloppée dans son prestige ostentatoire, tandis que je tenais dans mes mains ces vulgaires outils en plastique. L'air s'épaissit, le temps sembla se figer. Mon cœur, qui s'était déjà emballé, rata un battement, puis reprit sa course de façon irrégulière et douloureuse. Le masque que je portais se fissura. Ce n'était plus une certitude latente, c'était une vérité aveuglante, une lumière crue qui inondait chaque recoin de mon esprit et de mon âme. J'ai vu le visage de mes enfants,
Louis et Chloé. Leurs yeux d'adolescents, rapides et aiguisés, avaient saisi le décalage, la vulgarité de la scène. Leur joie s'était éteinte, remplacée par une confusion, un malaise palpable. Mes parents étaient blêmes, mes amis évitaient mon regard, leur visage marqué par une gêne profonde. Le monde autour de moi devint flou, le son des discussions lointains, comme sous l'eau. J'ai senti une clarté glaciale me traverser, une lucidité impitoyable. C'était l'affront ultime, financier bien sûr, la preuve irréfutable de son égoïsme, de sa déconnexion totale de notre réalité financière, de notre avenir commun mais surtout émotionnel. C'était une déclaration silencieuse et brutale, tu ne vaux rien à mes yeux. Mes désirs superficiels comptent plus que ton bien-être, que notre vie, que notre dignité partagée. C'était la preuve tangible de la trahison, pas seulement de ma personne, mais de tout ce que nous avions construit ensemble. Qu'aurais-tu fait, toi, à ma place, devant ce spectacle absurde, cette humiliation publique orchestrée par la femme que tu avais aimée pendant 15 ans? Aurais-tu crié? Aurais-tu pleuré? Aurais-tu brisé quelque chose? Connais-tu cette sensation glaciale, cette clarté douloureuse qui traverse soudain le brouillard de l'illusion, et te montre la réalité dans toute sa brutalité? Pour moi, c'était comme un voile qui se déchirait devant mes yeux, révélant la lame d'un couteau froid planté en plein cœur, le miroir de notre vie volé en éclats. Il n'y avait plus de doute, plus de petites voix à ignorer. La tempête n'était plus à l'horizon, elle venait d'exploser au-dessus de ma tête, et l'onde de choc allait tout dévaster. Le silence tomba, lourd, un voile de plomb sur la joie forcée qui avait précédé. Mes mots, prononcés avec une clarté que je ne me connaissais pas, flottaient dans l'air comme des dagues suspendues, prêtes à déchirer l'illusion. J'avais dit, avec un sourire que je sentais se figer sur mes lèvres, un sourire d'une froideur mortelle, super cadeau, ma chérie. Ces outils, c'est parfait. Ça servira à changer les serrures pendant que tu chercheras un logement. Quant à la carte, elle est bloquée. Le cliquetis presque inaudible d'une flûte de champagne qui tombait, brisant le verre sur le carrelage immaculé, fut le seul bruit qui répondit immédiatement à ma déclaration. Un son si fin, si insignifiant, et pourtant il résonna comme un coup de tonnerre dans le silence étourdissant de la pièce. Tous les regards, il y avait là une trentaine de personnes, nos amis les plus proches, ma famille, la sienne, étaient braqués sur moi, puis sur elle, comme des faisceaux lumineux dans la nuit, des phares balayant un naufrage imminent. Ils avaient applaudi quelques instants auparavant, riant, célébrant, et maintenant, ils étaient pétrifiés, figés dans des postures de surprise et de gêne, leurs visages se lisant comme des livres ouverts, stupeur, incrédulité, une pointe d'horreur. Ma femme, elle, était restée là, au centre de tout, enveloppée dans sa fourrure ostentatoire qui, soudain, semblait lui brûler la peau. Son expression, à l'instant où mes mots l'ont frappée, était un mélange d'incompréhension totale et d'un choc si profond qu'il déformait ses traits habituellement si contrôlés. Elle avait d'abord ri, un rire nerveux, pensant sans doute à une blague, une farce de mauvais goût orchestrée pour mon anniversaire. Mais mon regard, un regard que je savais vide d'humour, empli seulement de la certitude glaciale d'un homme qui a tout perdu sauf sa dignité, a dû lui confirmer la vérité. Le rire s'est en un gargouillement rauque, et ses yeux, d'abord embués de confusion, se sont enflammés d'une fureur animale, une fureur de prédateur acculé. Elle a hurlé mon nom, un cri aigu qui a percé les tympans, brisant les dernières miettes de silence. Comment oses-tu? Devant tout le monde. Tu es fou. Mais sa voix tremblait, trahissant une panique grandissante sous la colère. C'était le son d'une tour qui s'écroule, la façade parfaite se fissurant pour révéler le vide. Qu'aurais-tu fait à ma place, voyant non seulement ton mariage, mais aussi ta sécurité financière, ta confiance, et une part de toi-même s'effondrer comme ça, sous tes yeux, sous les yeux de tous? J'avais planifié cet instant, chaque mot avait été choisi, chaque pause calculée. Ce n'était pas une explosion spontanée de colère, mais l'éruption froide et méthodique d'années de non-dits, de doutes étouffés, de respect bafoué. Nos enfants, Claire et Thomas, étaient là aussi, au bord de la scène improvisée, leurs visages d'adolescents pâles comme la mort. Claire, 16 ans, avait les yeux ronds d'effroi, ses mains couvrant sa bouche pour étouffer un sanglot. Thomas, 14 ans, plus stoïque en apparence, semblait soudain peser 100 kilos de plus, le dos courbé, le regard rivé au sol, comme s'il cherchait une fissure où s'engouffrer, ou disparaître de cette réalité intenable. Il n'avait rien compris au début, seulement senti que quelque chose d'irréparable venait de se briser. Leurs parents, leur roc, leur refuge, étaient en train de se déchirer devant des étrangers, devant les amis qui les avaient vus grandir.
C'était une cruauté nécessaire, pensais-je, ou du moins, la seule que mon esprit brisé ait pu concevoir pour marquer la fin, pour rendre l'injustice publique et irréversible. Je savais que je leur ferais mal, mais le poison était déjà dans l'eau, et il fallait un remède radical. La pièce était devenue un champ de bataille silencieux, l'air chargé d'une tension si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Les invités murmuraient, chuchotaient, certains se levèrent, d'autres restèrent figés, hypnotisés par le spectacle tragique qui se jouait devant eux. C'était la fin d'une ère, la chute d'un royaume, et j'en étais le roi déchu, mais je tenais encore mon épée. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon chaotique et douloureux, une plongée abrupte dans un abysse de conséquences psychologiques, sociales et familiales. La maison, notre havre de paix pendant 15 ans, est devenue un champ de ruines émotionnelles. Au début, après l'explosion de mon anniversaire, ma femme a refusé de partir, campée sur ses positions, niant la gravité de la situation, traitant mes mots de coups de folie, une crise de jalousie absurde. Mais le blocage de la carte, lui, était bien réel. Les retraits impossibles, les paiements refusés, la privant de ce qui était devenu son principal vecteur d'affirmation. La colère s'est muée en panique froide, puis en une rage sourde et constante. Ses cris résonnaient dans les murs, me reprochant ma mesquinerie, ma petitesse, ma jalousie, tout sauf la trahison qu'elle avait commise. Elle a tenté de manipuler les enfants, de les monter contre moi, dépeignant un père cruel et vindicatif. Mais Claire et Thomas, bien que blessés et confus, n'étaient pas dupes. Ils avaient vu la fourrure, ils avaient entendu mes mots, et le malaise grandissait en eux. Ce n'était plus la maison du bonheur, mais un théâtre de guerre où l'amour était mort. Socialement, l'onde de choc fut immédiate et brutale. Les amis qui avaient partagé notre table se sont volatilisés, évitant nos appels, craignant sans doute de se retrouver pris au milieu des flammes, ou simplement mal à l'aise face à une réalité trop crue. Les regards dans le quartier changeaient, les chuchotements me parvenaient. J'étais l'homme qui avait humilié sa femme en public, le fou qui avait brisé sa famille. Elle, de son côté, s'est posée en victime, racontant à qui voulait l'entendre sa version des faits, celle d'une femme persécutée par un mari tyrannique et jaloux. La vérité, comme souvent, était bien plus complexe et nuancée, mais dans le grand théâtre des commérages, la simplicité l'emporte toujours. J'ai ressenti le poids de l'isolement social, un sentiment de honte imméritée qui me serrait la gorge. Les soirées solitaires sont devenues la norme, les week-ends sans but, le téléphone muet. Connais-tu ce sentiment où le monde, qui était autrefois un lieu d'appartenance, se transforme soudain en un vaste désert où chaque pas est un écho de ta propre solitude? C'est ce que j'ai ressenti, une sensation d'être un paria, même si je savais au fond de moi que j'avais agi par désespoir et pour ma propre survie. Puis est venue la période post-tragédie, un long et douloureux chemin de reconstruction. Ma femme a finalement quitté la maison, après des semaines de tensions insoutenables, s'installant chez une amie. Le silence qui a suivi son départ n'était pas un soulagement, mais un vide assourdissant. La routine s'est brisée, puis s'est lentement réinventée, pièce par pièce, comme un puzzle dont il manquait des morceaux essentiels. Le matin, je me réveillais seul dans le grand lit qui avait été le nôtre, le vide à mes côtés plus vaste que l'océan. Les repas, autrefois joyeux et bruyants avec les enfants, sont devenus plus calmes, parfois tendus, parfois empreints d'une tristesse latente que personne n'osait nommer. J'ai dû apprendre à naviguer dans les eaux troubles de la monoparentalité, à gérer la colère et la tristesse de mes adolescents qui se sont manifestés de différentes manières. Claire s'est enfermée dans son monde, ses écouteurs vissés sur les oreilles, la musique comme une barrière contre la douleur. Thomas, lui, a développé une agressivité nouvelle, des sautes d'humeur imprévisibles, comme un volcan qui cherche à éructer sa rage. Les batailles légales ont commencé, un autre front dans cette guerre de l'âme. Des papiers, des avocats, des rendez-vous où l'on dépecait 15 ans de vie commune en chiffres, en clauses, en articles de loi. C'était froid, impersonnel, et chaque document signé, chaque discussion sur la garde partagée ou la division des biens, était un coup de marteau sur le cercueil de notre mariage. C'est là que j'ai découvert l'étendue réelle de sa gestion financière, les comptes vidés, les emprunts non déclarés, la véritable trahison qui allait bien au-delà de la fourrure et des outils. L'argent, ce fil invisible qui tisse tant de vies, était devenu une arme tranchante. Mes économies, mes projets pour la retraite, pour l'avenir des enfants, tout était compromis. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle, c'était une décapitation financière, me laissant exsangue, devant repartir de presque 0 à 43 ans. Combien d'entre vous ont connu cette sensation d'être dépouillé, non seulement de votre amour, mais aussi de votre sécurité, de votre avenir?
C'est une humiliation profonde, une vulnérabilité que je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir. Les tentatives de reconstruction ont été semées d'embûches. J'ai dû travailler plus, trouver des compléments, serrer la ceinture, non seulement pour moi mais pour préserver un semblant de stabilité pour les enfants. La maison, autrefois trop grande, a commencé à se remplir de ma propre présence, de mes propres choix. J'ai commencé à cuisiner de nouveau, à faire du jardinage, à m'occuper des petites réparations avec ces fameux outils bon marché qui, ironiquement, me servaient désormais vraiment. Chaque tâche accomplie était une petite victoire contre le chaos, une manière de reprendre le contrôle. La solitude était une compagne fidèle, parfois pesante, parfois apaisante. Les soirées, je les passais à lire, à écouter de la musique, à regarder des films avec les enfants, essayant de recréer une nouvelle dynamique familiale, une nouvelle normalité. J'ai cherché de l'aide, un thérapeute, pour démêler les nœuds de ma colère, de ma tristesse, de ma culpabilité. Apprendre à pardonner, non pas à elle, mais à moi-même, pour ma cécité, pour mon entêtement à croire en une façade. À travers ce processus douloureux, mes réflexions sont devenues plus profondes, plus tranchantes. La confiance. C'est un édifice fragile, n'est-ce pas? On le construit brique par brique, avec chaque promesse tenue, chaque main tendue, chaque secret partagé. Et il suffit d'une seule fissure, d'un seul mensonge, pour que toute la structure s'écroule en un instant, réduisant des années de loyauté en poussière. Je me suis interrogé sur mes propres choix. Ai-je été trop passif? Trop confiant? Ai-je ignoré les signes par peur de la vérité, par confort, par lâcheté? Peut-être. Mais je crois aussi que l'amour aveugle, et qu'il est facile de se perdre dans la lumière de ce qu'on désire, au détriment de ce qui est. Et elle? Quels étaient ses démons intérieurs? Le désir de statut, l'argent comme validation sociale, l'envie de briller aux yeux du monde, même si cela signifiait piétiner ce que nous avions construit ensemble. C'est une question qui me hante encore, car comprendre ne signifie pas pardonner, mais cela aide à apaiser la rage. La fragilité des liens humains, la cruauté que l'on peut infliger à ceux que l'on est censé aimer le plus, tout cela est devenu une leçon gravée dans ma chair. Cette histoire, ma propre histoire, n'est pas unique. Elle est un miroir, une des innombrables variations sur le thème de la trahison, de l'égoïsme, des attentes déçues. Combien d'entre nous ont vécu des histoires similaires, cachées derrière des sourires forcés, des façades impeccables? Combien d'entre vous ont vu leur monde s'écrouler, non pas à cause d'un cataclysme extérieur, mais par la lente érosion de la confiance, de l'amour, de l'intégrité? C'est un cri silencieux que je pousse, un écho de toutes ces voix qui ont été réduites au silence par la douleur et la honte. Cette histoire aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Il suffit un instant, d'une petite décision, d'un choix motivé par des peurs ou des désirs inavouables, pour que tout bascule, pour que le chemin que l'on croyait tout tracé dévie brutalement vers l'inconnu. Nos vies, si bien construites, si méthodiquement organisées, ne sont en réalité que des châteaux de cartes face aux tempêtes intérieures et aux réalités extérieures. Le mariage, la famille, l'amour, la confiance, ce sont des trésors à chérir, des jardins à entretenir avec une vigilance constante, car les mauvaises herbes de l'indifférence, de la cupidité, et de l'égoïsme sont toujours prêtes à s'y enraciner et à tout étouffer. Je vous invite à réfléchir à vos propres vies, à vos propres relations. N'ignorez pas les signaux faibles, ne laissez pas la peur de la confrontation vous aveugler. Protégez ce qui vous est cher, et surtout, protégez-vous vous-même. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si elle vous a simplement fait réfléchir, je vous encourage à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez votre propre histoire, vos propres réflexions. Nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. En parlant, en partageant, nous pouvons penser nos plaies, peut-être, aider d'autres à éviter le même chemin. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui explorent les complexités de la vie humaine. Prenez soin de vous.